Salut à tous, j'espère sincèrement que tout roule pour vous. Laissez-moi 2 secondes. Je règle un peu la lumière, faut bien que ça ait de l'allure, non? Et oui, les joies du tournage, même sans le direct, on garde le charme de l'impro. Je préfère commencer sur une note légère, détendue, parce qu'on va parler de quelque chose d'important, et je veux être limpide, sans ambiguïté. Pas de flou, pas de zone d'ombre. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est délicat, on est en train de dévoiler morceau par morceau une affaire très sérieuse, l'affaire Hamlaoui. Entre révélations, coups de poing, enquêtes fouillées et publications sans filtre, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Je sens un climat étrange s'installer, une sorte de tension sourde. Et pour cause, 2 camps opposés se livrent à une guerre d'interprétation, chacun tirant la couverture idéologique de son côté. D'un côté, on a les conservateurs islamistes, toujours à l'affût, qui jubilent presque. Vous voyez, dès qu'une femme lève un peu la tête, voilà les conséquences. Voilà pourquoi on ne leur confie pas de pouvoir, elles déstabilisent tout. Leur rengaine retour express à la charia version hardcore. Pour eux, la politique est un terrain interdit aux femmes, point final. Ce discours, c'est ni plus ni moins une tentative grossière d'exploitation idéologique. Une instrumentalisation crasse profondément malhonnête. Et on prendra le temps un peu plus tard de démonter ça pièce par pièce. Et puis il y a l'autre clan, celui qui se veut laïque, ou du moins qui aime se faire passer pour tel. En réalité, ce sont surtout les fans de la fameuse Sam, son cercle de fidèles, ceux qui la défendent, bec et ongles, leur version des faits. Tout est monté de toutes pièces, on l'accuse à tort, elle est irréprochable. Ce n'est pas elle le problème, mais les autres, ceux que sa liberté dérange. Ceux que sa modernité bouscule, car elle ose être femme sans foulard, sans filtre, sans excuse, et surtout, sacrilège suprême, elle a de l'influence. Elle gravite autour du sommet de l'État, elle dirige le Croissant Rouge, elle pilote l'Observatoire de la société civile, elle a ses entrées dans les sphères du pouvoir, elle parle d'égal à égal avec les officiels, et ça pour certains c'est insupportable. Une femme à l'aise dans ses baskets, affirmée, influente, et qui ne s'excuse pas d'être ce qu'elle est intolérable. Voilà la ligne défendue par ses soutiens. Ce qu'il faut dire tout de suite sans détour, les 2 camps jouent un jeu trouble. Chacun ment à sa manière, chacun travestit la réalité à son profit, et dans tout ce vacarme idéologique, on frôle parfois l'absurde. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, le cœur du problème n'est ni la féminité ni le fait qu'il s'agisse d'une femme. Ce débat-là est un écran de fumée. Que ce soit les conservateurs religieux en croisade contre tout ce qui bouge, ou leurs opposés qui se veulent progressistes, mais manipulent tout autant, tous sans exception, déforment la vérité, inutile de les prendre au sérieux. Car l'Algérie a connu par le passé des femmes puissantes à des postes clés. Et devinez quoi? Aucun scandale de ce genre n'a explosé. Oui, il y a déjà eu des histoires de corruption, de mauvaise gestion, des dossiers embarrassants. Mais ici, ce dont il est question, c'est bien plus sombre, torture, abus de pouvoir, justice utilisée comme arme personnelle, institutions publiques dévoyées à des fins de vengeance privée. Et au centre de ce chaos, la gendarmerie et les tribunaux transformés en outils de règlement de comptes. Voilà ce dont il s'agit. Alors, c'est quoi exactement le scandale autour d'Ibtissem Hamlaoui? C'est simple, on parle ici d'une femme qui a réussi l'exploit, pas de bâtir un projet d'intérêt public, non, mais de détourner à son profit personnel des pans entiers de l'appareil d'État. Oui, vous avez bien entendu. Certaines institutions censées protéger les citoyens et défendre la justice ont été transformées en outils de vengeance privée. Pas à cause de son genre, non. Mais parce qu'elle dispose d'un réseau d'influence opaque de connexions douteuses et qu'elle en use pour plier la justice, la gendarmerie, les leviers de l'État à ses propres caprices. C'est là que le BAT blesse, elle a remplacé le service public par un service sur mesure pour ses intérêts. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est la première femme en position de pouvoir en Algérie, d'autres y sont passées avant elle, et certaines ont même été durement critiquées. Mais la différence, elles acceptèrent la critique, parfois même les attaques. Sam, elle, non seulement ne supporte aucune remise en question, mais elle répond par la violence. Critique là et tu te retrouves menotté. Poste un commentaire et c'est la gendarmerie qui débarque. Et si ça ne suffisait pas, tu passes par la case torture, tribunal, expéditif,
humiliation publique, pendant que certains juges, aveuglés par leur loyauté ou par intérêt, exécutent les ordres sans broncher. Voilà le vrai visage du scandale Hamlaoui. L'Algérie a déjà vu passer des femmes puissantes dans les hautes sphères de l'État. Prenez Khalida Toumi, par exemple, ministre de la Culture, pendant plus d'une décennie, de 2002 à 2014. Elle était proche du clan Bouteflika, respectée, influente, en contact régulier avec le cercle présidentiel. Et pourtant, on pouvait la critiquer, la caricaturer, la railler du matin au soir dans les journaux, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux. Jamais, je dis bien jamais, elle n'a riposté en envoyant la gendarmerie chez ses opposants. Elle n'a jamais décroché son téléphone pour appeler un juge, exiger un mandat de dépôt ou faire enfermer un chroniqueur un peu trop mordant. Malgré son pouvoir, malgré ses connexions, jamais elle n'a profité de sa position pour écraser ses détracteurs. Elle a encaissé. Elle a encaissé sans transformer l'appareil judiciaire en outil de vengeance personnelle. Et croyez-moi, ce n'est pas faute d'avoir été ciblée, mais à aucun moment elle n'a cherché à faire taire les voix discordantes par la force. C'est ça la vraie différence. Pas besoin de remonter à des siècles en arrière pour trouver des exemples. Il n'y a pas si longtemps, de 2015 à 2019, Noura Bengabrit occupait le ministère de l'Éducation. Une femme de poids respectée, connue pour sa proximité avec les cercles du pouvoir. Et pourtant, elle s'est pris une volée de critiques non-stop, surtout de la part des islamistes. Pourquoi ? Parce qu'elle ne maîtrisait pas parfaitement l'arabe, parce qu'elle était francophone, parce qu'elle assumait une vision laïque et parce qu'elle venait d'une famille au prestige ancien, ce qui dans certains milieux suffit à la diaboliser. Mais malgré cette tempête continue, sur les réseaux, dans les mosquées, à la télé, dans les journaux, aucun de ses opposants n'a fini derrière les barreaux. Et Dieu sait qu'ils ont été nombreux à l'attaquer. Certains ont même sali sa vie privée, évoqué son fils, fabriqué des rumeurs nauséabondes. Et pourtant, aucune plainte, aucune descente de gendarmerie, aucun procès organisé sur commande. Elle n'a jamais décroché le téléphone pour demander des comptes, jamais elle n'a sollicité un juge ou un ministre pour faire taire la critique. Rien, nada. C'est ça la différence entre avoir du pouvoir et en abuser. Et si on remonte à un passé encore plus proche, il y a un autre exemple qui mérite qu'on s'y attarde, celui de Houda Iman Faoun. Vous vous souvenez, cette ministre jeune et très en vue qui faisait couler beaucoup d'encre entre 2015 et 2020 quand elle gérait les télécommunications et les nouvelles technologies. À l'époque de Bouteflika, elle était la plus jeune à siéger au gouvernement, 36 ans à peine. Aujourd'hui, elle a 46 ans, mais à l'époque, c'était un véritable phénomène politique. Une ascension fulgurante, un profil qui faisait parler brillante, séduisante et surtout extrêmement bien entourée. Sa proximité avec des figures puissantes du régime, les fameux Kinef Saïd B et même Abderrahman Bouteflika, a alimenté toutes les rumeurs, y compris les plus sulfureuses. Certains lui prêtaient des liaisons, d'autres parlaient que de pistons purs et durs. Et pourtant, malgré toutes les critiques, les moqueries, les insinuations sur sa vie privée, personne n'a jamais été inquiété. Aucun blogueur, aucun opposant, aucun caricaturiste n'a fini menotté pour avoir mis en cause Faoun. Elle encaissait, on parlait, mais la prison ne faisait pas partie de la réponse. Voilà une nuance qu'il faut souligner. Pour être très clair à ma connaissance, aucun opposant à Houda Iman Faoun n'a jamais été traîné en justice, encore moins torturé ou passé à tabac sur ordre de ses proches. Aucun militant, aucun journaliste, aucun blogueur n'a été embarqué par la gendarmerie parce qu'il l'avait critiqué. Jamais elle n'a sollicité les Kinef ni Saïd Bouteflika, ni même Amil pour envoyer un message à qui que ce soit par la force. Aucun détracteur n'a fini derrière les barreaux à cause d'elle. Zéro. Et pourtant, Dieu sait qu'elle en avait du poids dans l'appareil d'État. Son ascension fulgurante a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Certains s'interrogeaient sur la rapidité de sa nomination. Mais si on regarde objectivement la comparaison avec d'autres profils, notamment celui de la fameuse Petitam, est vite réglée. Houda, elle venait du monde universitaire. Diplômée de l'université de Djellal, un DES en physique en poche, un magistère avec mention, une thèse sur les alliages métalliques et la physique de l'état solide. Elle ne doit rien au piston. Elle a étudié en France grâce à une bourse, méritée pas offerte par copinage. Bref, elle était compétente. Point. Allez faire un tour à l'université de C,
Abbas, demandez autour de vous qui est Ouda Iman Faoun. Vous verrez, les réponses ne laissent aucune place au doute. Moi-même, j'ai creusé son dossier académique et béton. Une vraie bosseuse. Elle a décroché une bourse, pas une faveur, mais une récompense méritée, pour aller se former en France en sciences de l'ingénieur. Son parcours solide carré, impressionnant. Elle a enseigné à l'université de Tlemcen, participé activement à des projets de recherche intégrés des centres scientifiques de référence, jusqu'à diriger carrément le conseil d'administration du centre de recherche en analyse physico-chimique. Autrement dit, quand on l'a propulsée ministre, il y avait de quoi justifier cette nomination. Oui, elle était jeune. Oui, elle était une femme. Oui, les rumeurs allaient en bon train. Mais objectivement, elle avait le CV pour. Et surtout, jamais elle n'a utilisé son pouvoir pour faire peur, pour faire taire ou pour faire enfermer qui que ce soit. C'est ça la vraie ligne rouge. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas son prénom qui pose problème. Ce n'est pas non plus son genre, ni le fait qu'elle soit une femme. Sa vie privée ne regarde qu'elle, elle en fait ce qu'elle veut. Mais là où ça dérape gravement, c'est quand elle utilise ses connexions personnelles avec le président Abdelmadjid Tebboune et son entourage pour tirer les ficelles en coulisses. Quand elle commence à orienter les décisions de justice, à télécommander des magistrats, à influencer des officiers de gendarmerie pour faire coffrer, frapper, voire torturer des citoyens, simplement parce qu'ils ont osé s'exprimer sur les réseaux. Là, on dépasse toutes les lignes rouges. Voilà le cœur du scandale. Alors inutile de détourner le débat en le ramenant à une prétendue guerre contre les femmes ou leur présence en politique. Ce n'est pas le sujet. L'Algérie a eu des femmes ministres, elle en aura d'autres, et c'est tant mieux. Pas assez d'ailleurs. Il en faudrait beaucoup plus. Personnellement, je soutiens à 100% la montée en puissance des femmes dans la sphère publique. Des femmes compétentes, il y en a. Et elles ont souvent prouvé qu'elles pouvaient être plus efficaces, plus rigoureuses et plus justes que bien des hommes. Mais ici, le problème n'a jamais été une question de genre. Il est question d'abus, d'influence toxique et de dérives gravissimes. Arrêtons de tourner autour du pot. Le cas Amna n'a strictement rien à voir avec les droits des femmes, la liberté d'être soi ou une quelconque vision féminine du pouvoir. Le vrai souci, c'est qu'on a affaire à une figure trouble dont les pratiques y sont tout simplement inacceptables. Ce n'est pas une histoire de genre, c'est une question de méthode, une méthode basée sur la manipulation, le clientélisme et l'instrumentalisation à grande échelle. Elle se sert de sa proximité avec le président Tebboune comme d'un bouclier, ou pire comme d'une télécommande pour orienter la justice et les forces de sécurité selon ses caprices personnels. Et ça, c'est le début des dérives les plus dangereuses. Et maintenant, que fait Tebboune? Il va falloir assumer. C'est lui qui l'a mise là. C'est lui qui a validé sa nomination. C'est lui qui a donné le feu vert à son influence. Et tous ceux à qui j'ai parlé dans les cercles officiels disent la même chose, on nous a dit de coopérer avec elle. Alors maintenant, si cette proximité était imposée, le président doit aussi en porter le poids. Il faut qu'il nous explique pourquoi autant de pouvoir a été confié à une figure aussi controversée. Homme ou femme, peu importe. Ce qu'on demande, c'est de la transparence et des comptes. Ne nous laissons pas distraire par de faux débats. Il est crucial de ne pas tomber dans le piège tendu par ceux qui cherchent à déformer le sujet. Parce que soyons honnêtes, les tentatives de manipulation se multiplient, surtout sur les réseaux sociaux. On les voit pousser comme des champignons. Or, le cœur du problème, ce n'est ni une question de genre, ni un débat sur la place des femmes en politique. Le vrai nœud, c'est cette proximité malsaine entre une figure controversée, occupant un poste stratégique dans l'État algérien, et les institutions les plus sensibles du pays. Je parle ici de la justice des services de sécurité, et bien sûr de la relation directe qu'elle entretient avec le président Tebboune et son entourage. C'est là que tout se joue. C'est sur cette dérive-là qu'il faut insister. C'est cette réalité qu'on doit continuer à dénoncer, l'urgence de moraliser les rapports de pouvoir en Algérie. Le fonctionnement des institutions, les équilibres internes, les rapports entre les élites et le peuple doivent être réorientés vers l'intérêt collectif. On ne doit pas transformer les leviers de l'État en outils de vendetta personnelle. Jamais.